Good afternoon, everyone. Welcome to the 12 p.m. Balungwa newscast on Equinox Television. We're in the first part with you, Nadine Yambou. Bonjour. Bonjour, Innocent Nazé, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La situation dramatique des enfants victimes de la crise anglophone suscite de vives critiques du secrétaire à l'encontre du secrétaire général des Nations Unies. Selon Human Rights Watch, Antonio Guterres n'a pas évoqué dans son rapport les abus perpétrés sur les élèves ainsi que les incendies des écoles dans le chaudron de la crise anglophone. Le reportage d'Éric Martial Diomo. United Nations Secretary General. Dans ce reportage d'Éric Martial Diomo, je vous le disais il y a quelques instants, sur la sortie de Human Rights Watch, justement, qui estime que Antonio Guterres, dans son rapport, n'a pas évoqué les instances en rapport, les abus perpétrés sur des élèves, ainsi que les incendies dans les écoles, notamment dans le chaudron de la crise anglophone. Le reportage d'Éric Martial Diomo. C'est un rapport qui offusque certains spécialistes de Human Rights Watch, notamment Ilaria Allegozzi, qui travaille sur le Cameroun. Dans son rapport annuel sur la situation des enfants dans les zones de conflit à travers le monde, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, décrit l'ampleur du phénomène qui a atteint des proportions inquiétantes en 2018. Il s'agit des meurtres, mutilations, du recrutement et de l'utilisation par les forces et les groupes armés des enfants, des enlèvements, des violences sexuelles, des attaques contre les écoles et les hôpitaux. Le nombre d'enfants tués dans 20 pays en conflit à travers le monde est de 12 000 en 2018 selon ce rapport du secrétaire général de l'ONU. Seulement, le Cameroun n'est pas cité parmi ces pays. Ce que conteste Ilaria Allegozzi de Human Rights Watch et d'autres défenseurs des droits des enfants. Il s'appuie pour cela sur la situation insoutenable depuis près de 3 ans dans les régions anglophones. Cette situation a causé le déplacement des centaines de milliers de personnes, parmi lesquelles un nombre important d'enfants. Selon le Social Democratic Front, 6 000 établissements scolaires ont été fermés depuis le début de la crise anglophone, empêchant ainsi à près de 600 000 enfants d'être scolarisés. Par ailleurs, plusieurs enfants dans les 2 régions ont été victimes d'agressions sexuelles et d'enlèvements. Plusieurs autres ont été tués dans le cadre de ce conflit. Enfin, bon nombre sont enrôlés de force dans les groupes armés au nord-ouest comme au sud-ouest. L'omission de l'évocation du Cameroun dans le rapport d'Antonio Guterres sur la situation des enfants en zone de conflit étonne donc à plus d'un point. Et une semaine après les mutineries observées dans les prisons de Kondengui ainsi que de Boya dans la région du sud-ouest Cameroun, le REDAC exige la démission du ministre camerounais de la Justice ainsi que des explications sur les lieux de certains prisonniers interpellés lors de ces émeutes. Le REDAC également condamne les tortures et sévices infligés aux personnes qui avaient manifesté. C'est du moins ce qui ressort d'une conférence de presse donnée hier à Douala. D'autres précisions dans ce reportage de Claude Eukwa et de Jean-Paul Chouniat. Plus d'une semaine après les émeutes survenues dans les prisons de Kondengui à Yaoundé et Boya dans le sud-ouest, le REDAC condamne les tortures psychologiques et physiques qu'ont subi des détenus de la crise anglophone et des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, présentés comme des meneurs de cette mutinerie. Par les relais de nos informations, nous savons qu'ils sont en vie, mais ils sont amochés physiquement. Jusqu'à présent, pour la plupart, ils n'ont même pas de soins. Pour ce défenseur des droits humains, le gouvernement camerounais doit faire toute la lumière sur toutes les zones d'ombre entourant la détention de ces présumés auteurs des mouvements d'humeur à la prison de Kondengui et Boya. Il y a une liste de déportés, on ne sait pas où ils sont. Peut-être qu'ils ont même subi des exécutions extrajudiciaires, on n'en sait rien. Donc il faut qu'on amène le gouvernement, n'est-ce pas, à nous donner des explications et des éclaircissements par rapport à tout ce monde qui a été déporté des prisons. Le REDAC exige une démission du ministre de la Justice, Laurent Esso, et tous les maillons de la chaîne judiciaire et pénitentiaire d'avoir échoué dans la gestion des prisons au Cameroun. Et s'il n'a pas pu faire ça, ça veut dire que c'est une incompétence notoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il incombe quand même au ministère de la Justice de mettre en place des juridictions exceptionnelles pour faire à ce que tout ce que le gouvernement, les lois existent, que ce soit, n'est-ce pas, mis en œuvre. Par exemple, les peines alternatives.
Par ailleurs, le REDAC s'interroge sur la justice à 2 vitesses appliquée aux militants du MRC, dont certains ont été libérés et d'autres maintenus en détention pour les mêmes accusations. Pourquoi il doit démissionner? C'est parce qu'ils ont politisé toute la justice aujourd'hui. On ne peut pas, dans un état dit de droit aussi, politiser tout ce qui est justice. Donc ça veut dire que le ministre de la Justice, il en est pour quelque chose. Accusant le régime de Yaoundé d'avoir politisé l'opération Épervier depuis 2006, la lutte contre Boko Haram en 2014, la crise anglophone en 2016 et la crise post-électorale en 2018, le REDAC exige une enquête internationale indépendante devant aboutir à la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation nationale pour une paix durable au Cameroun. Et dans l'enseignement supérieur, évoquons à présent cette controverse autour des résultats du BTS session 2019. Des voix des candidats recalés s'élèvent pour contester les échecs records dans certaines filières ainsi que déplorer les incongruités dans le calcul des points sur la base du nouveau système LMD. Voici l'enquête que signe Innocent Abegaï Kediara. Les candidats recalés à l'examen de BTS, indignés et en colère, contestent sur toute l'étendue du territoire national, ou presque, les résultats du BTS 2019. À l'origine de cette contestation, une accusation par eux formulée sur la qualité douteuse des corrections et des délibérations liées à cet examen national. Je me suis rendu compte que je ne devrais en principe pas, n'est-ce pas, être éliminé, compte tenu de mes notes à l'épreuve professionnelle de synthèse qui regroupe toutes les matières professionnelles. Tandis qu'à Yaoundé, la contestation s'est déportée devant les services du ministère de l'enseignement supérieur. Ici à Douala, c'est au sein de l'Institut universitaire des technologies, l'IUT, que les étudiants indignés font des va-et-vient depuis la publication des résultats. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette indignation tous azimuts? Une absence de communication, répondent les étudiants qui expliquent qu'ils ont été évalués sans le savoir sur la base du système LMD, alors qu'ils croyaient encore évoluer avec le système dit de coefficient. Tous les étudiants se plaignent du fait que l'information qui nous a été relayée était celle-ci. Il ne faut pas avoir une note inférieure à 8 en EPS. Le reste des matières on n'a pas donné une ample information par rapport à cela. Un élève peut valider toutes ces matières de base même, juste en anglais, là c'est des demi, on dit qu'il échoue les examens, là ça ne se comprend plus. En effet, c'est le 18 avril 2017 qu'avait été arrêté par le ministre Jacques Famndongo l'entrée du système LMD au BTS. Cette réforme, qui rentrait en application dès octobre 2017, consacrait à l'examen le système de crédit déjà observable dans les universités d'État. Ceci dit, si avant il fallait à un étudiant une note supérieure ou égale à 10, avec un minimum de 7 à l'épreuve professionnelle de synthèse pour passer son examen, désormais, ce même candidat est appelé à valider ses crédits évalués à 60 et recoupés en unités d'enseignement. Cette information-là, les candidats ne l'ont malheureusement pas eue au sein de leurs établissements respectifs au cours des 2 années que va durer leur formation. Nous sommes partis dans un jeu où les règles n'ont pas été préalablement expliquées. Même aujourd'hui encore, après la publication des résultats, plusieurs responsables d'institutions privées d'enseignement supérieur ne parviennent pas à leur donner une explication. Pour l'instant, il n'a pas les armes fortes pour pouvoir détailler son argumentaire parce qu'il faut d'abord qu'il reçoive ce qui vient de Yaoundé pour pouvoir se défendre aussi et nous expliquer aussi ce que nous peut comprendre et espérer de lui. Le peu d'informations détenues par ces étudiants leur vient de leur centre d'examen, à l'occurrence l'IUT, où ils ont été écoutés et calmés dans la mesure du possible. Il ne leur reste désormais plus beaucoup d'options, si ce n'est de rédiger des requêtes et les déposer au sein de leur établissement respectif afin qu'ils les acheminent au ministère concerné pour traitement. Informés mais déçus, ces étudiants regrettent ne pas avoir droit à une séance de rattrapage pour se donner une chance de valider ces crédits en moins et espérer passer au niveau supérieur. Et la réforme du système éducatif peine encore à être implémentée dans plusieurs pays africains. Malgré l'annonce de la mise sur pied d'une approche à compétences, de nombreux jeunes diplômés africains éprouvent encore des difficultés à être compétitifs sur le marché de l'emploi. Éducationnistes et gouvernements africains ont évoqué cette problématique au cours d'une rencontre qui s'est tenue au Bénin. Des précisions avec Guy Zogo, de retour de Cotonou.
Après Yaoundé l'année dernière, Cotonou au Bénin accueille la 2e édition de la conférence internationale sur l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Ce colloque, qui est un colloque international, non seulement réveille encore le débat sur l'approche par compétences, mais permettra, j'en suis sûr, de pouvoir rectifier beaucoup de choses. Je veux avoir l'assurance que les résultats vont servir à plusieurs pays. Cette conférence internationale sur l'innovation pédagogique, initiée par l'Association internationale pour le développement pédagogique, vise donc à montrer l'impact aujourd'hui dans l'innovation pédagogique du numérique et des bénéfices qui peuvent être tirés sur le continent africain. L'APC est écrit dans les documents du primaire, de la maternelle, mais malheureusement sur le terrain, il y a encore du mal à être implanté, ce qui fait en sorte que le système continue encore à former les chômeurs au lieu de former les personnes plus créatives, plus autonomes. Actuellement, les pratiques évaluatives qui sont mises en œuvre au Cameroun et au Gabon ne sont pas effectives pour permettre le développement professionnel. Les espoirs sont donc nombreux pour que toute l'Afrique bénéficie désormais de ces innovations pédagogiques qui forcément rapporteront plus tard au continent africain. De l'enseignant au 21e siècle est complètement différent de ce qu'on voyait au 20e siècle. Ça change, c'est beaucoup plus en innovation. Donc les enseignants doivent beaucoup être plus proactifs et continuellement se remettre en question. Bien entendu, les participants ici se bousculent pour pouvoir bénéficier de ces apports nouveaux sur le continent africain, notamment en ce qui concerne l'approche par compétences qui commence également à être disséminée un peu partout dans les systèmes éducatifs en Afrique pour arriver à des résultats meilleurs encore. Nous étions dans le domaine du numérique et nous savons tous, autant que nous sommes aujourd'hui le monde que traverse la jeunesse, nous devons davantage nous investir dans le numérique parce que le numérique fait partie intégrante de notre vie aujourd'hui. Nous ne pouvons rien faire sans le numérique. Je me suis dit alors que je viendrai à ce colloque pour avoir encore plus comment est-ce que les compatriotes et d'autres chercheurs réfléchissent à ce milieu afin d'avoir encore plus d'éléments pour convaincre lorsque je serai face à cette thématique. Cette conférence internationale participe donc de ces nouvelles orientations pour rendre meilleurs encore les enseignements. Gizogo, Equinox Télévision, Cotonou, Bénin. Il y a un mois de la rentrée scolaire 2019-2020, les librairies et papeteries lancent une croisade contre la vente du livre scolaire dans les écoles privées ainsi qu'autres points de vente. L'occasion dans quelques mois à quelques semaines seulement de la rentrée scolaire. Au terme d'une rencontre tenue hier à Douala avec les acteurs du système éducatif, ces libraires invitent le gouvernement à pouvoir le soutenir afin de mettre un terme à leurs revendications. D'autres précisions avec Flavien Valondongo. Le livre scolaire, élément nécessaire pour la formation et l'éducation de l'élève, semble bien se porter hors de son circuit normal. Les libraires et papetiers syndiqués des régions du littoral et du sud-ouest, détenteurs de l'agrément pour la vente du livre scolaire au Cameroun, s'insurgent depuis quelques années contre la liquidation du manuel scolaire dans des établissements scolaires et au poteau. Nous voulons que les livres reviennent effectivement en librairie. Aller au marché des poteaux, récupérer ceux qui vendent les livres neufs. C'est-à-dire tous les livres neufs qu'on peut retrouver là-bas, ils peuvent les saisir, peut-être les vendre aux enchères, peut-être, je ne sais pas ce qu'ils feront de ça. Que les écoles arrêtent de faire de leur école les comptoirs commerciaux des cahiers et des livres. Le combat engagé par ces derniers, à quelques semaines de la rentrée scolaire, rejoint celui de la question des précomptes qui fait perdre d'énormes sommes d'argent aux vendeurs des manuels scolaires au Cameroun. Les libraires payent 5,5% ou 2,2% à l'avance. Je pense qu'au regard des besoins en ressources qui sont celles des libraires, il y a lieu de réfléchir sur cette question pour envisager complètement la suppression du précompte, pour que les libraires se sentent plus à l'aise. Le Conseil national d'agrément du manuel scolaire et des matériels didactiques entend œuvrer pour la suppression totale de cette autre taxe qui asphyxie les membres du syndicat des libraires et papetiers du Cameroun. Nous appelons les pouvoirs publics à supprimer totalement ce précompte-là sur les livres scolaires. Avant la rentrée scolaire,
puisque nous en souffrons déjà beaucoup. Le non-respect de la liste unique des livres par certains établissements scolaires privés fait aussi partie des revendications des libraires et papetiers du Cameroun. Réunis à Douala, dans l'optique de trouver des solutions à toutes ces dérives, les libraires et papetiers des régions du littoral et du sud-ouest ont sollicité l'onction des autorités présentes aux travaux de Douala pour stopper le pire en cette veille de rentrée scolaire. Tout autre chose à présent, les jeunes de la partie septentrionale du Cameroun sont confrontés au sous-développement. Tenez par exemple la région du nord, la Damawa, ainsi que celle de l'extrême nord du Cameroun sont des régions enclavées qui manquent d'eau potable et d'électricité, entre autres des problèmes auxquels les jeunes appellent le gouvernement à réagir dans l'urgence. D'autres précisions avec Gladys Sidi. Plus de 1000 jeunes venus des 3 régions du septentrion du Cameroun ont pris part à la première édition du Forum des jeunes du septentrion à Maroua. Selon les conclusions de leurs travaux, 64% des habitants des régions de l'Adamawa, de l'extrême nord et du nord n'ont pas accès à de l'eau potable, d'où les chiffres élevés de morts dus au choléra. Ajoutez à cela l'insécurité galopante, le mauvais état du réseau routier et l'accès à l'énergie électrique. Je dirais que le nord est dans le noir. Quand nous essayons de parler du septentrion, je vous jure mes frères, le septentrion, on n'a rien. On n'a rien, on n'a ni l'eau, on n'a ni l'électricité, on n'a ni route. On ne parvient pas à se collaborer entre nous. Disons, si tu veux venir à Maroua actuellement, il faut passer par quels moyens? Les routes sont gâtées. Quelqu'un un malade ne peut même pas traverser. Le conflit générationnel, c'est une vieille histoire. Et ça n'a pas daté d'aujourd'hui. Mais j'exhorte les pouvoirs publics de laisser la jeunesse s'exprimer, de responsabiliser la jeunesse. La jeunesse n'est pas seulement naïve. Il y a des jeunes capables de faire ce que les grands peuvent faire. Mais j'exhorte la République entière que la jeunesse a sa place. Les jeunes sont capables de faire ce qu'on attend d'eux. Ces jeunes entendent mettre la pression sur les pouvoirs publics afin que les différents projets initiés arrivent à leur terme. Leur souhait est aussi de pouvoir bénéficier de l'accompagnement des autorités camerounaises dans la réalisation des projets qu'ils comptent mettre sur pied pour sortir leur région du sous-développement. L'effet de se réunir, mobiliser la jeunesse du septentrion à Maroua, plus de 1000 jeunes, c'est déjà quelque chose. En dehors de la mobilisation, c'est des jeunes qui vont réfléchir sur toute la situation de nos 3 grandes régions. Et on va faire des recommandations concrètes par rapport à nos situations dans le septentrion. Après cette première édition du Forum des jeunes du septentrion, ils entendent se réunir prochainement en vue d'évaluer l'état d'avancement des projets entrepris. Et la suite du journal, c'est en langue anglaise avec vous, Inon Senazi. Thank you, Nadine Yambo. Good afternoon to you once more, viewers. Thanks for joining us. The United Nations Secretary General Antonio Guterres has excluded Cameroon from his 2018 annual report on children and armed conflicts in the world. He noted that children are recruited in armed groups in some top 20 conflict nations of the world. And meantime, Human Rights Watch found the exclusion of Cameroon, which has witnessed gross human rights violations in the northwest and southwest regions of Cameroon in the war between separatist fighters and the military. Details in this report. United Nations Secretary General Antonio Guterres, in the annual report on children and armed conflicts for 2018 released on Tuesday, July 30th, says children are continuously being killed or injured in operations by security forces in conflict countries of the world. To him, these are children recruited as fighters by armed groups. The annual report of the UN Secretary General indicates that the total number of children killed in 20 war countries of the world stands at 12,000 in 2018. Apart from this, there are reports of sexual violence against girls by security forces, attacks on hospitals and schools.
Cameroon, which is witnessing similar abuses, has been spared from the list of top conflict nations where rights of children are violated. Something contested by Ilaria Allegrozi of Human Rights Watch and other organizations for the protection of children's rights. They talk of a deteriorating situation in Anglophone regions of Cameroon for 3 years today. This situation to them has displaced hundreds of thousands of persons, amongst them a great number of children. According to the Social Democratic Front Party, 6,000 educational establishments have been shut down since start of the Anglophone crisis, preventing close to 600,000 children from schooling. Elsewhere, a great number of children in the two English-speaking regions have been victims of sexual harassments, abductions, and several others killed in the course of the armed conflict between separatists and the military. Many of these children also serve as fighters in armed groups in the northwest and southwest regions. Commentators think the exclusion of Cameroon from the reports of the UN Secretary General should not mean to the government of Cameroon the situation in the two English-speaking regions is blurred in the eyes of the United Nations or in general, the international community. The Network of Defenders of Human Rights in Central Africa, REDAC, has demanded the resignation of the Justice Minister and other collaborators over the recent protests in prisons across Cameroon, that's notably in the Konenge Maximum Security Prison in Yaoundé and equally the Boya Prison. The civil society organization in a press conference in Douala noted that Mancho BBC and other Anglophone detainees who were extracted from Konenge are very much alive but are suffering from torture pains inflicted them by military officials. Details with Fomi Armstrong-Sander. After the mutinies of the Yaoundé, Kondengi and Boya Central prisons, the Network of Human Rights Defenders in Central Africa, REDAG, say Cameroon's Minister of Justice and the Secretary of State in charge of penitentiary administration are incompetent and should resign. REDAG, in a press conference in Douala, painted a disturbing picture of what they call a flagrant violation of the rights of concerned detainees deported from the Kondengi Maximum Security Prison to detention centers. Bibi Simancho, avant de partir de la prison principale, était déjà bien amoché. Bibi Simancho, before being deported from Kondengi prison, had wounds all over his body. After being severely tortured at the prison, he has wounds everywhere, and we ask that he should be given immediate access to proper medical care. There are others whose whereabouts we do not know. They all suffered serious physical and psychological torture. Be it at the Boya Central Prison or the Yaoundé Kondengi Prison, these victims have not been given access to medical care. Ils n'ont même pas de soins, n'est-ce pas, médicaux. REDAC finds it incomprehensive that Mancho BBC, Penteres, Z. Conrad, and Mamadou Mota be tagged brains behind the mutinies, even without a preliminary investigation procedure introduced and concluded. To REDAC, the government has failed in its responsibility to protect human beings who, be they prisoners or free, all have the right to proper medical care, private life and food. The rights group went further to accuse the government of Cameroon for the structural cause of the protest, advancing, for example, the overcrowded nature of prisons in Cameroon. REDAC says the Yaoundé Central Prison, constructed in 1968 for 800 places, now hosts some 4,800 inmates under precarious and inhuman conditions. The government has the obligation to implement the respect of due rights because they ratify those conventions. Even prisoners have the right to protest if their inherent rights are violated. Even prison? You are the one who know only to arrest, and you could not build prison. From 1,000, you are now more than 5,000 in a prison. Who is the responsible? Is it Mancho? Is it Terence? Is it Conrad or Galim?
No, it's this government. Not only the Ministry of Justice, no, it's not only so it's the whole system from Biya to all other ministers. It's a failure. They fail. The rights group noted that the government of Cameroon has politicized the judicial system since the Boko Haram crisis to the Anglophone crisis and now the post-electoral crisis. REDAC called on the government of Cameroon to come out clear on the number of casualties recorded on the 22nd of July 2019 in Yaoundé and on the 23rd of July 2019 in Buea. They asked the government to give the exact number of those deported from prisons and where they are being held, identify those responsible for the torture method on prisoners, hasten the judicial process, and free all those illegally detained for several years without trial. Approximately 1,000 youths from the northern part of the country have met, that's in the north region of Cameroon, calling on government authorities to hand over the relay baton to youths to undertake development processes, notably in the domains of road construction, provision of electricity, as well as potable water to the population of the northern part of Cameroon. Details with Hermine Loga. The stretches of road are all filled with potholes. Facing difficult rides with vehicles, the locals have adopted plying the roads with motorbikes. When obliged to travel far off, the experience gets tough. Added to no electricity flow, people are faced with long distances to fetch the precious liquid. Far from the qualities of portable water, one would definitely question the health status of the consumers. A majority are diagnosed of cholera. The dwellers have it. They have been abandoned to themselves. Je dirais que le nord est dans le noir. I will say the north is in darkness. We don't have water, electricity, nor roads. Coming from Marwa, for instance, it is not easy. The roads are bad, and sick persons can't even support the roads. Les routes sont gâtées, que quand un malade ne peut même pas traverser. They blamed your plight on the poor governance of the Cameroonian government, and to them, youths are better pleased to take relay and address the people's worries. J'exhorte les pouvoirs publics de laisser la jeunesse. I exhort the government to give room to the youths. Youths are not naive. Youths could do what elders could do. Ce que les grands peuvent faire. Plus de 1000 jeunes, c'est déjà quelque chose. More than 1,000 youths, it is encouraging. These are youths who ponder on our situation in these regions. Par rapport à nos situations dans le septentrion. Coming from the Adamawa, North and Far North regions, the over 1,000 youths meeting for the first edition of the Youth Forum are projecting for better living conditions in the three regions. That's it for the 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. Another rendezvous is at 4 p.m. right now in Yambo. Exactement, Innocent Nazé. Le prochain rendez-vous, c'est à 16h, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention.